Europe 1 Soir. Et nous passons maintenant au récit d'Europe 1 Soir. Et Nicolas Poincaré, vous recevez une invitée exceptionnelle en direct sur Europe 1, Ingrid Betancourt. Et je vous donne le titre de son dernier ouvrage, Même le silence a une fin, chez Folio. Oui, ça ressort chez Folio. C'était sorti chez Gallimard il y a 2 ans. Ça avait été un énorme best-seller. Et Ingrid Betancourt republie donc ce gros livre, ce grand récit, Même le silence a une fin. Bonsoir Ingrid Betancourt. Bonsoir Nicolas. Je vais vous parler d'un sondage d'abord, parce qu'à mon avis, vous ne le connaissez pas. Il est encore un peu secret. Il sort dimanche pour les 10 ans du magazine Femina. On a demandé aux femmes, donc des sondés EES, quelles sont les personnalités qui vous ont le plus marqué depuis 10 ans, puisque ce magazine a 10 ans. Le troisième, c'est Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. La deuxième personnalité, c'est Steve Jobs, le créateur d'Apple. Et la première, c'est vous. La personnalité qui a le plus marqué les sondés françaises dans ce sondage qui sera rendu public dimanche. Ah, ça me touche énormément. Parce que c'était il y a 10 ans, effectivement, vous avez marqué l'actualité de ces 10 ans. Il y a 10 ans, presque jour pour jour, votre enlèvement. Et puis, il y a 4 ans, bientôt 4 ans, votre libération. Vous revenez donc sur tout ça dans ce livre. Mais d'abord, un mot, comment ça va aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous devenez ? Ça va extraordinairement bien. Oui, ça va très très bien. Je suis très heureuse. Je réussis à faire une vie normale. J'ai reconstruit ma relation avec mes enfants. Je fais des choses qui m'intéressent. Et puis, je me sens bien. Vous dites tout à la fin du livre, ce qui m'attend maintenant, c'est donc au moment de la libération, c'est une entreprise titanesque, c'est-à-dire la reconstruction. Oui, c'était titanesque, évidemment, parce que j'avais perdu mes enfants quand ils étaient encore petits. Lorenzo avait 13 ans, Mélanie en avait 16, et j'ai retrouvé des adultes. Titanesque aussi parce que j'ai perdu mon père, donc j'ai retrouvé maman veuve et plus âgée. Titanesque également parce que entre ces années de captivité, j'ai aussi perdu mon mari, mon partenaire de vie, et j'ai perdu aussi mon travail. J'ai perdu beaucoup de choses. Votre travail, c'était la politique ? Oui, c'était mon travail, mais plus qu'un travail, c'était ma passion. Et vous avez abandonné la politique ? J'ai abandonné cette sorte de politique, je n'ai pas abandonné ma passion, j'ai encore tous mes rêves. Je fais, si vous voulez, dans mon propre niveau, ce que je crois que je peux faire pour mon pays, pour la Colombie. Mais je ne suis pas encore prête à me relancer. Et d'ailleurs, quand je vois les élections en ce moment, je me dis, oula, quel bonheur de ne pas être dans cette activité-là. C'est très, très dur. Vous la suivez, la campagne française ? Oui, bien sûr, je la suis. On sait, vous en parlez dans le livre, hein, que Nicolas Sarkozy s'est beaucoup mobilisé pour vous, et Dominique de Villepin aussi. Bon, finalement, c'est l'armée colombienne qui vous a libéré, mais vous gardez de la gratitude pour Nicolas Sarkozy ? Oui, énormément. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un, enfin, je pense que la France a encore besoin de lui. Je vois des choses que peut-être les autres ne voient pas, et en particulier sa qualité humaine. Je pense que c'est un président qui s'est vraiment mobilisé, non pas seulement pour moi et ma famille, mais je vois ce qu'il a fait dans d'autres cas. J'espère que nous allons avoir de très bonnes nouvelles pour Florence Cassez. Prochainement, j'attends ça avec impatience, et il a été très présent dans ce cas-là aussi, comme dans d'autres. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement aujourd'hui ? Vous vivez entre Paris et New York ? Je suis plutôt à Oxford. Là, en Angleterre ? Oui, j'ai repris des études. C'était un rêve que j'avais nourri pendant la captivité. Je me suis mise à la théologie. Et c'était évidemment quelque chose totalement inconnu pour moi. J'avais fait Sciences Po auparavant, donc j'étais plutôt dans le droit, l'économie, les relations internationales, absolument pas ce genre d'études. Et ça me passionne, je suis très heureuse. On sait que vous êtes sortie de la jungle très, très croyante, parlant beaucoup de Dieu. Avant votre enlèvement, il y a 10 ans, vous étiez déjà croyante, vous étiez pratiquante ? Oui, mais je crois que c'est quelque chose de très intime. Je crois que la relation spirituelle que l'on a avec, on peut l'appeler comme on veut, moi c'est Dieu, mais d'autres l'appellent d'une autre façon, mais c'est différent de la théologie. La théologie, c'est une approche très humaine, non pas spirituelle, très rationnelle, passionnante, parce que évidemment c'est le parcours d'autres êtres humains qui se sont posés les mêmes questions que nous nous posons aujourd'hui, avec des réponses parfois tout à fait étonnantes, parfois convaincantes. Donc c'est
très intéressant. Alors vous nous le dites, vous êtes parfois, souvent même à Oxford, le reste du temps, auprès de vos enfants, soit à Paris, soit à New York, et la Colombie, en revanche, vous n'y êtes pratiquement jamais retourné Je suis depuis. très proche de la Colombie d'une autre façon. J'ai évidemment de grands contacts, tous mes amis sont là-bas, enfin en tout cas de grands amis. J'ai reçu un appel très touchant du président colombien qui avait été, enfin c'est une longue histoire, mais il avait été, d'abord j'avais travaillé avec lui, ça avait été mon chef pendant des années au ministère du Commerce extérieur colombien. Ensuite, il était le ministre de la Défense qui a pris la décision de l'opération, de ma libération. Il est aujourd'hui président et il a eu un très beau geste. Il m'a appelé pour les 10 ans pour la date des 10 ans de ma capture par les FARC. Et ça a été très émouvant. Donc, disons que mes relations avec la Colombie sont très fortes, sont très intenses. Euh, voilà, mais je suis très contente d'être ici. Et il reste combien d'otages aux mains des FARC à l'heure où on Alors, nous parle? avons une très très bonne nouvelle, c'est qu'il restait 10 otages comme moi, c'est-à-dire des personnes que j'ai connues, avec qui j'ai partagé une vie de captivité. Il en restait 10. Nous étions à un moment donné 69. Et les FARC ont annoncé qu'ils allaient être libérés, je pense, dans les prochaines semaines. Et ils ont aussi, enfin, les FARC ont aussi annoncé qu'ils ne kidnapperaient plus. Donc, non seulement pour des raisons politiques, mais aussi, vous savez que c'est aussi une affaire, c'est un business, c'est un négoce. Ils se financent, les FARC se financent fortement à travers la demande de rançon. Donc, c'est quelque chose d'important. Enfin, pour moi, c'est très, très important. J'attends l'arrivée de mes compagnons avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'impatience. Et je pense qu'il faut, tout de suite après, commencer à faire beaucoup de pression pour que les séquestrés économiques, il y en a 300 dans les mains des FARC encore, sortent aussi. C'est très important. Mais ces 10 personnes dont vous attendez la libération prochaine, ce sont des gens avec qui vous avez été captive? Oui, il y en a un, par exemple, Duarte, à un moment où j'étais très malade, on faisait une marche, et il avait réussi à transporter une poule. Et cette poule, évidemment, dans une marche alors qu'on n'a rien à manger, c'est un trésor parce qu'elle pond des œufs de temps en temps, et c'était le trésor. Et il s'est approché de moi un soir où j'étais vraiment très malade, et il m'a offert cet œuf que tout le monde voulait. C'était des personnes qui, pour moi, m'ont beaucoup marqué parce que non seulement c'était des gens humbles, mais terriblement sages. Ils avaient beaucoup plus de temps de captivité que moi. Ils avaient beaucoup appris. Ils avaient développé une sagesse et une grandeur d'âme. Et c'est pour ça que bon, l'attente est d'autant plus importante pour moi que j'attends des amis, j'attends de la famille. C'est vraiment une famille pour moi. Et c'est des personnes que j'admire. Ouais, alors ces compagnons de captivité, vous avez avec eux des bons souvenirs, mais aussi des très mauvais souvenirs. C'est ce dont vous parlez aussi dans ce livre, même Le silence a une fin, qui ressort chez Folio. Si vous le voulez bien, on en reparle juste après une pause. Europe 1 Soir. Et les récits d'Europe 1 Soir se poursuivent avec comme invité exceptionnel Ingrid Betancourt, Nicolas Poincaré. Oui, Julia Ingrid Betancourt qui republie son livre Même le silence a une fin. Ça sort en poche donc chez Folio. Ce livre qui est le récit de 6 ans et demi de cauchemar dans la jungle, résumé ainsi par ces quelques lignes. Enchaîné par le cou à un arbre, privé de toute liberté, liberté de bouger, de s'asseoir, de se lever, privé de la liberté de parler ou de se taire, celle de boire ou de manger, et même de la plus élémentaire, celle d'assouvir les besoins de son corps. C'était ça les moments les plus durs de votre détention, Ingrid Betancourt, privée absolument de tout? Oui, oui. Il y a eu des moments très très durs, mais disons que l'atteinte à la dignité humaine est quelque chose que l'on ressent psychologiquement, enfin qui vous marque, ça vous casse. Il faut lutter pour ne pas se laisser casser, mais c'est très dur. Alors ici, en France, on parlait de vous, on avait des images, on a vu des images de vous avec une chaîne autour du cou, donc on pouvait deviner. Ce qu'on ne pouvait pas deviner, et il a fallu attendre ce livre pour le comprendre, c'est que dans ces cas-là, l'enfer, c'est aussi les autres otages. Ça n'a pas toujours été drôle avec vos compagnons de captivité? Non, on était tous, c'était très dur, mais les autres, c'est aussi le paradis, c'est grâce aux autres aussi que l'on tient. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes des êtres humains, nous avons vécu des conditions très très difficiles.
je pense que c'est intéressant de voir les différentes réactions, mais je pense qu'il faut éviter de pointer du doigt. C'est impossible. On a tous commis des fautes, on n'a pas été parfait. On aurait probablement voulu être mieux de ce qu'on a été. Mais pour moi, ce qui est très très clair, c'est que dans les conditions dans lesquelles nous étions, je pense que chacun de nous, nous avons essayé d'être le mieux de ce que nous pouvions être. Et je garde pour eux, pour tous, une immense affection et c'est ma famille. Véritablement, quand je les appelle tout le temps, on est en communication constante, on partage des choses qu'on ne peut pas partager avec d'autres. Euh, voilà, c'est une autre famille que la vie nous a Y donnée. compris votre assistante parlementaire qui avait été enlevée en même temps que vous, Clara Roras, et avec qui vous avez été longtemps enfermé, même enchaîné à un arbre, Oui. avec qui visiblement ça a été dur. Elle a fait un livre pour dire que ça n'avait pas été rose tout le temps. Ben oui, c'était pas facile pour elle. Non, ça a été très très dur pour toutes les deux, mais j'ai eu une grande affection pour Clara. Et vous êtes dur contre vous aussi dans ce livre, hein, donc il ne s'agit pas de pointer les doigts, des doigts d'autres otages, que ce soit Clara Roras ou des Américains ou d'autres. Vous dites, je me découvre dans le miroir des autres et je m'aperçois que moi aussi, j'observe en moi la haine, la jalousie, l'avarice, l'égoïsme. Oui, tout ça. Et c'est vrai que la jungle, enfin cette expérience en tout cas pour moi, j'avais l'impression d'être devant un miroir déformant. C'est-à-dire que tous mes défauts étaient tellement visibles, étaient tellement agrandis. Je crois que ça a été très très important et peut-être une grande opportunité de vie pour pouvoir se voir sans justification et donc être confronté au changement. Un changement qui évidemment est spirituel. On ne peut pas changer son caractère, sa façon de réagir, ses émotions s'il n'y a pas un travail spirituel qui est fait. Et je crois que c'est peut-être le trésor, probablement le trésor que j'ai rapporté de cette jungle. Alors, vous dites, on se voit dans le miroir des autres, et d'autant plus que des vrais miroirs, vous n'en aviez pas. Donc, la possibilité de voir votre visage pendant 6 ans, vous ne l'avez pratiquement jamais eu, à part des petits bouts. Oui, on ne l'avait pas. Et d'ailleurs, c'est très étonnant parce que on a l'intuition de l'image terrible que l'on peut avoir parce qu'on voit les autres et on se rend compte que les autres se détériorent et on se dit, bon, je dois être pareil. Mais c'est vrai qu'au retour, en regardant les images de ces preuves qui ont été sorties clandestinement des camps, c'est très dur. Très dur à voir. Vous aviez cette peur de sortir vieille et moche? Ah oui, Et finalement, vous êtes sortie belle et jeune? je crois pas. Bah si. Mais je me suis récupérée. Ouais. Mais vous pensiez à ça? Vous pensiez à quoi je ressemblerais quand je sortirais? Ah oui, Ouais. ouais. Parce que vous voyez les autres et vous les trouviez très Ouais, changés. ouais, on était tous mal. Je crois que bon, c'est aussi la preuve que l'être humain a une capacité de se reprendre qui est très très grande. Mais nous étions très très mal. On avait faim, on n'avait pas de médicaments. Certains de mes compagnons perdaient leurs dents. C'est très fort comme sensation de ce corps qui vous lâche. Je reviens sur la difficulté de cohabiter. Il y a un passage qui est terrible. Vous êtes presque tous ensemble dans ce que vous appelez la prison à ce moment-là. Et vos compagnons de libération, à un moment, votent quasiment contre vous, votre exclusion. Ils souhaitent que vous alliez ailleurs. Oui. Et c'est d'ailleurs assez amusant parce qu'ils votent que je m'en aille, donc on me fait sortir. Pour mon grand soulagement, parce que c'est vrai que la tension était tellement énorme que j'avais besoin d'être ailleurs. Et puis, Ah oui, ils veulent vous sanctionner et en fait, ça vous fait plaisir. mais bien sûr, parce que c'est sortir de cet enfer. Et une fois que je suis sortie, au bout de 15 jours, ils demandent à ce que je revienne. Parce que, pourquoi est-ce qu'elle a un traitement de faveur? Enfin, c'était... C'est-à-dire qu'ils ont appris par les gardiens qu'en réalité, en vous sortant, ils vous ont rendu service parce que vous retrouvez Clara Roras Oui. et à ce moment-là, ça se passe bien avec Oui, elle. Elle est oui, enceinte oui. jusqu'aux dents et vous Oui, avez oui. un vrai rapport tous les deux, puis tous les Oui. trois avec un autre otage. Oui, oui, Et oui. quand ils apprennent que ça va bien, alors qu'ils vous détestent, Oui. ils disent qu'elles reviennent pour vous punir de nouveau. Oui, c'est un petit peu ça. Bon, mais c'est la nature humaine. C'est intéressant du point de vue, si vous voulez, de ce que nous sommes en tant qu'être humain. Mais c'était aussi les circonstances. C'est la faute des FARC. On était parqués dans une enceinte très petite. La rivalité pour l'espace était quelque chose de réel. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est vrai que nous sommes des êtres d'espace. Nous avons besoin de notre espace. Et quand quelqu'un s'approche trop, ça nous agresse, on se sent mal et souvent cette agressivité devient verbale. Et on vivait tout ça. On avait faim, on était malade, on était évidemment sous le choc de cet environnement et de cette condition d'otage que personne ne voulait.
obligés de vivre avec des personnes avec qui nous n'avions aucun rapport, enfin aucune affinité. C'était très très dur pour tout le monde. Et vous les avez tous recontactés depuis. Donc aujourd'hui, Oui. pratiquement tous, vous leur parlez régulièrement. Ah oui, oui, oui. Mhm. Ouais. Alors, racontez-nous la fin. Cette libération par l'armée colombienne, c'était quand même une histoire extraordinaire, un stratagème incroyable que l'armée a réussi à monter pour vous sortir de là. Extraordinaire, extraordinaire. Alors, pour rafraîchir un petit peu les mémoires, nous étions donc au fin fond de la jungle. L'armée colombienne réussit à intercepter les communications du commandant qui avait notre charge avec ses chefs, donc le secrétariat des FARC. Et donc ce commandant-là, pensant qu'il parlait à ses chefs, reçoit des ordres comme quoi il faut qu'il nous bouge à un certain endroit et que de là, il nous mette dans un hélicoptère et qu'il monte dans cet hélicoptère avec nous. Quand on est prévenu de ce qui va se passer, il nous annonce la chose en nous disant c'est une commission européenne qui veut parler avec vous et qui va vous accompagner, parler donc avec le nouveau chef des FARC, le vieux était mort, donc il y avait cette espèce de changement de chef. Et quand l'hélicoptère arrive et on voit les gens descendre, il est clair pour moi que non, c'est pas une commission européenne. Oui, vous voyez bien, vous reconnaissez un Européen d'un Colombien et vous dites c'est une supercherie, on est en train de se faire avoir. Ah oui, oui, et vous n'avez pas envie de monter dans l'hélico alors? Et personne n'a envie de monter dans l'hélico. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tous mes compagnons, et moi-même incluse, on proteste, on s'insurge. Parce que vous pensez qu'on va vous trimballer, que c'est une Parce qu'on mascarade, se dit, cet hélicoptère appartient aux FARC, ils vont nous mettre encore plus au fin fond de la jungle, et là, pour le coup, s'échapper, ça va être encore plus dur. Déjà, c'était très dur. Mais on va peut-être, ils vont nous emmener peut-être au Brésil, ou on ne sait pas où, et personne ne va jamais plus nous retrouver. Et en fait, donc c'était des militaires colombiens, l'hélicoptère décolle, votre chef détesté, celui qui vous a tant fait souffrir depuis des années, il s'appelle Enrique, il monte avec vous, et puis d'un seul coup, dans l'hélicoptère, vous voyez des hommes qui lui sautent dessus? Oui, il lui saute dessus, le tabasse, le ligote, et moi je regarde ça, je comprends pas. Et puis je trouve que c'est en plus, j'aime pas cette violence contre lui non plus. Même contre Même ce salopard? contre lui, oui, je me souviens avoir pensé, mon Dieu, non, il faut pas, on peut pas être comme eux. Et puis finalement, le gars qui donc chef de l'opération, je me souviens, il avait un bonnet blanc, il enlève le bonnet blanc, et puis il crie, mais de tous ses poumons, parce qu'on est dans un hélicoptère, donc on n'entend pas vraiment ce qui... Et il dit, nous sommes l'armée colombienne, vous êtes libres. Mais vous comprenez pas tout de suite? Ça c'était comme la foudre, et ça a pris du temps, je me souviens très bien, l'idée a mis du temps à ce que je me dise, voilà, le sens de ces mots-là. Et puis je me souviens de ce cri animal, terrible, incontrôlable, instinctif, et puis les larmes après, et puis le bonheur. Et puis le bonheur, et puis ce premier coup de fil à votre mère, vous l'appelez, vous dites « Maman, c'est moi », elle vous répond « C'est toi, Astrid », le nom de votre sœur, parce qu'elle vous a pas entendu depuis 6 ans, vous dites « Non, c'est pas Astrid, c'est Ingrid ». Tout ça, donc on peut le relire ou le lire dans Même le silence a une fin, ça vient de ressortir chez Folio. Merci beaucoup Ingrid Betancourt d'être venue nous voir ce soir. Merci beaucoup. Dans un instant, ça va mal finir.